éclairage public, signalisation, communication véhicule, infrastructure, etc. etc. N'hésitez pas. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter en privé à ce sujet-là. Et avant ça, donc, je sors d'une expérience d'un peu plus de 5 ans au sein de Sigfox, où j'ai contribué à développer l'adoption de la technologie, donc, dans une entreprise qui s'est développée vite sur cette période-là, et donc une empreinte qui est passée d'une poignée de pays à 70, avec plus de 2000 entreprises accompagnées, plusieurs centaines d'universités, etc. etc. Puis avant ça, j'ai fait d'autres choses, donc notamment une dizaine d'années au sein du groupe L'Équipe, que vous connaissez sans doute via sa marque principale, et donc toutes les présences numériques du groupe L'Équipe, site web, applications, télévision, etc. Voilà. Hop. Donc l'IoT, on va rentrer directement dedans. J'aime bien le présenter comme une nouvelle révolution dans le monde des communications, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui sort de nulle part. Alors, je ne vais pas remonter jusqu'au 19e siècle avec l'invention du sémaphore, du Morse, etc. On va rester quand même dans le monde moderne et sur ces nouvelles technologies, sur le monde de l'IT. Et donc, sur les 40 dernières années, du développement et de la généralisation de l'informatique, où on est passé des grands mainframes, de choses qui coûtaient des fortunes et qui étaient réservées à un tout petit nombre d'entreprises ou à quelques services très particuliers, à, dans les années 80 puis années 90, une généralisation. Et aujourd'hui, on n'imagine pas une entreprise fonctionner sans informatique. Et de la même manière, donc, décennie par décennie, on positionne, alors pardonnez-moi pour les années qui sont un peu arbitraires, mais donc grosso modo, années 80, généralisation de l'informatique personnelle et de bureau, années 90 avec l'émergence d'Internet, puis sa généralisation dans les années 2000. Là encore, de la même manière, il est difficile d'imaginer aujourd'hui une entreprise capable de fonctionner sans service Internet, que ce soit pour son propre business ou pour ses opérations. Dans les années 2000, fin des années 2000, on a connu l'émergence de l'Internet mobile. Alors, je vous passe toutes les premières tentatives à base de WAP, d'iMod, etc. Je ne vais pas faire l'ancien combattant. Mais une nouvelle fois, et c'est là où ça m'amène vers l'IoT, on est sur des technologies qui se sont imposées assez rapidement, et de plus en plus rapidement, jusqu'à devenir incontournables. Et donc, de la même manière qu'il est quasi inconcevable aujourd'hui pour une entreprise ou même pour un particulier de vivre, de mener son activité sans informatique, sans Internet ou sans Internet mobile, si on se retourne dans 10 ans, donc 15 ans, il sera sans doute très difficile d'imaginer fonctionner sans ce qu'on appelle donc l'IoT. Alors l'IoT, ça recouvre beaucoup de choses. Si je finis peut-être juste sur cette partie révolution, quand je parle de Internet dans les années 90, c'est de ça dont je parle. Donc, on voit quand même que c'est des révolutions qui arrivent vite, mais il y a quand même des progrès qui se font. Donc de l'IoT, on est encore à ses balbutiements, même si vous prenez les fameuses courbes de Gartner, les courbes d'adoption, on est sur quelque chose qui arrive à maturité. On est encore dans ces balbutiements avec des déploiements qui se comptent en millions. On n'est pas encore sur les milliards et dizaines de milliards que certains analystes prévoyaient pour 2020. Donc voilà. Alors, je ne vous promets pas que vous allez tous devenir Jeff Bezos, que vous voyez en bas à gauche avant qu'il devienne riche, beau et célèbre. Mais l'IoT propose quand même beaucoup d'opportunités pour les pionniers. C'est-à-dire ceux qui, dès maintenant, sont à même d'ajouter ces compétences ou ces connaissances à leurs arcs. Alors, je vous ai quand même mis un chiffre d'analyste pour référence. Donc, c'est Gartner qui prévoyait il y a un an et demi, 25 milliards de choses connectées d'ici 2021. Pas dit qu'on sera à ces 25 milliards. Il est toujours question de ce qu'on compte dans ces milliards. On va juste dire que ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est beaucoup. Voilà, on parle de grands volumes et surtout d'un décollage qui se fait maintenant. Alors pour l'avoir vécu chez Sigfox ces dernières années, ce décollage il s'est fait un petit peu plus tard ou un petit peu plus lentement que prévu, ce qui facilite pas les choses pour certains qui se sont lancés un petit peu tôt. Des fois, avoir raison trop tôt, c'est pas avoir complètement raison. Et donc on est sur quelque chose qui est en train de partir, qui est en train de démarrer maintenant, où on passe justement, je parlais tout à l'heure de courbe d'adoption, on passe cette étape où c'est un sujet technologique qui est réservé aux innovateurs, à ceux qui vont être les premiers à sauter sur une innovation, et on rentre dans cette phase de majorité, où dans la plupart des activités, on va maintenant comprendre quel est le bénéfice et pouvoir le faire rentrer, et donc cesser de penser innovation et techno à la mode. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est que l'IoT n'est plus à la mode comme il pouvait l'être il y a 3 ans. Il s'est fait doubler au classement des buzzwords. La bonne nouvelle, c'est qu'en cessant d'être à la mode, ça devient un sujet peut-être un petit peu plus sérieux
sur lesquels il y a un peu plus d'opportunités concrètes à monter au-delà de purs projets d'innovation ou de communication. Ce que ça veut dire potentiel et pénurie de professionnels formés, c'est-à-dire de personnes qui soient capables d'avoir à la fois une connaissance technologique, c'est-à-dire une compréhension. Alors je vais essayer de défricher un petit peu aujourd'hui. Ça va prendre un peu plus de temps qu'une heure pour atteindre un niveau d'expertise. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire que réussir à combiner cette compréhension technologique des différents enjeux, des différentes briques technologiques qui sont concernées dans toute cette notion d'IoT, et aussi, et peut-être surtout, une compréhension des enjeux et des contraintes business qui vont derrière. Ce qu'on peut avoir tendance sur des nouvelles technologies ou des nouvelles approches, de séparer un peu les deux, et la technologie sans le business risque de pas aller très loin, et le business sans technologie ou sans bonne compréhension de la technologie aujourd'hui risque de prendre le mur. J'ai mis quelques exemples des domaines sur lesquels il y a des opportunités qui croissent. Alors, on va séparer en deux entre la collecte de données et sa valorisation. Donc là, j'ai mis un petit peu de buzzwords, je vais essayer de vous les épargner. Et donc, tout ce qui est sujet d'intelligence artificielle, de modèles de données qui vont permettre de déterminer des anomalies, de faire de la prédiction et donc plus seulement de l'assistance ou du monitoring intelligent, mais d'être vraiment dans cette intelligence artificielle. Tout ça, ce sont des métiers nouveaux qui émergent là aussi, et pour lesquels l'IoT est une source importante d'alimentation en données, de construction de ces modèles, et d'alimentation de flux au fil du temps. Mais aussi du côté de la collecte, alors à la fois, là encore, sur des sujets un peu à la mode, j'en reparlerai tout à l'heure sur ce qu'on appelle l'edge computing, mais aussi de sujets qui étaient moins à la mode il y a 8-10 ans, et des grosses compétences, côté mécanique, côté électronique, etc. C'est un petit peu les parents pauvres, et qui sont aujourd'hui des compétences qui sont beaucoup mieux valorisables si on arrive à les mettre au goût du jour. Alors, je vais essayer tout de suite de faire un petit peu le ménage dans ce qu'on entend par IoT. On a souvent tendance à penser à IoT au sens consumer electronics, au sens gadget personnel. Et là, on pourrait faire le concours, je pourrais vous faire 1 heure, voire plus, sur les objets connectés les plus inutiles. Donc, vous avez le CES à Las Vegas, qui pendant plusieurs années a été un petit peu le grand rendez-vous du frigo connecté, du lave-linge, là on voit le fer à repasser, la centrale vapeur, etc., etc. La liste est longue. Vous avez des tas de sites internet, de comptes Twitter qui sont spécialisés dans la relève de ces idées qui sont en général plus mauvaises les unes que les autres. Alors, je ne vais pas non plus dire que tout ce qui est B2C, donc grand public, est idiot ou n'a pas de sens. C'est une part importante de l'IoT. On a, par exemple, tout ce qui est Fitbit, voilà, qui peut être les bracelets de forme, ce genre de choses-là. Donc, ont été des pionniers, des avant-gardistes dans le domaine-là, qui sont des vraies réussites, qui apportent des vrais usages. Mais très souvent, voilà. J'ai juste essayé aujourd'hui, si vous pouvez laisser de côté le côté B2C, on va essayer de se concentrer plutôt sur l'approche business to business. On va laisser de côté les Nabastag, ce genre de choses-là, se faire à repasser connecté. On va essayer de se concentrer sur l'aspect B2B, qui est là aujourd'hui où la plupart des volumes se font, où la plupart des business se montent. Parce que derrière tout ça, il y a quand même le besoin d'avoir des business models qui soient pérennes. Je citais le Nabastag en exemple. Très souvent, ces gadgets grand public ont une durée de vie qui est assez courte, puisque le business model n'est pas forcément pensé pour durer, volontairement ou involontairement. Et on se retrouve avec des services où, au bout de 2 ans, 3 ans, l'entreprise fait faillite, se fait racheter, pivote ou réduit la voilure et se met à couper l'accès aux services, coupe ses serveurs, pour faire simple. Et on se retrouve avec une brique de plastique et de silicium qui ne sert à rien du tout, sauf à ce qu'il y ait des reprises open source ou des choses comme ça. Donc, je vais me concentrer sur le B2B et sur la valeur. L'idée, c'est vraiment de... Donc, la technologie, on va pas mal en parler aujourd'hui, mais la technologie doit être là pour servir un cas d'usage, pour servir un business et pour apporter quelque chose qui va être profitable. Très souvent, surtout donc dans cette phase d'innovation, l'IoT est tombé dans ce piège de la techno pour la techno, de se faire plaisir, ce qui est très bien. C'est des sujets de technologues des fois, ce qui est rarement le bon moyen de monter quelque chose qui va être pérenne et qui va permettre d'aller loin. Aujourd'hui, la vraie adhésion, je parlais de marché qui est en décollage,
elle se fait dans le monde professionnel. Pas forcément dans ces objets grand public que vous voyez à la FNAC ou sur Amazon, mais sur des choses qui sont purement industrielles, qui vont être sur l'amélioration du suivi de la chaîne logistique, sur le contrôle des machines-outils, des automates, dans des domaines purement industriels, dans le domaine de l'agriculture connectée. Tous les domaines d'activité, tous, sont concernés par l'IoT aujourd'hui. Il ne faut pas le voir uniquement comme un sujet high-tech. Je parlais d'agriculture volontairement. L'agriculture, qui n'est pas forcément perçue comme étant le repère des adeptes de nouvelles technologies, est un domaine où l'IoT apporte beaucoup de valeur et assez rapidement, et peut donc permettre une adhésion et une acceptation assez rapide de ces nouveaux services. Pour caricaturer, ce que je mettais, c'est que pourquoi on fait quelque chose et ce qu'on fait, pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on essaye d'adresser comme besoin ou de résoudre comme problème, doit être traité bien avant de savoir alors le où, c'était pas le bon mot, c'était le how, désolé, tapé un petit peu vite. Et donc se concentrer sur quel problème on veut résoudre, quel besoin on veut adresser, si on veut rester positif, avant de chercher à savoir quelle techno on va utiliser. Est-ce que je vais utiliser telle techno, tel modèle de communication, est-ce que je vais faire du NB-IoT, du Sigfox, du LoRa, est-ce que je vais faire du MQTT, est-ce que je vais faire du stop. Il faut vraiment poser les choses et penser usage. Et la technologie n'est à la fin qu'un outil, qu'un moyen d'atteindre ces buts-là. Pour l'IoT comme pour le reste d'ailleurs. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'on peut rentrer par le prisme technologique, ça ne doit pas être ça doit pas être l'approche principale, ça ne doit pas être le vecteur principal de progrès. C'est vraiment rentrer par les problèmes adressés, les potentiels identifiés si on monte une activité, ou les problèmes besoins existants si on est sur une activité existante qu'on cherche à améliorer, à transformer. Je regarde mes notes en même temps pour être sûr de rien oublier. Et oui, un petit sujet, c'est dans le B2B. Attention, je parlais tout à l'heure d'avoir raison trop tôt. C'est vraiment important de réussir à monter son business et à bien définir à qui on va s'adresser, en plus de savoir quel est le problème qu'on va résoudre, pour éviter la fausse bonne idée. Parce que peut-être on pense résoudre un problème, mais en fait, on va en créer un nouveau, notamment pour le décideur en face de nous. Et on va avoir quelque chose qui a l'air d'une très bonne idée sur le papier, où on va passer des mois à monter des prototypes pour aller nulle part. J'ai eu des exemples de projets, par exemple, de gestion de la chaîne du froid. Donc, quelque chose d'assez simple à imaginer, c'est de se dire, voilà, donc les camions frigo qui circulent, on va y mettre un capteur de température qui va permettre de suivre la température tout au long de la journée et s'assurer que les biens qui sont transportés, on est bien resté conforme à la norme, que la température n'a pas dépassé le seuil pendant trop longtemps, et on va automatiser tout ça. Donc, sur le papier, c'est parfait, ça simplifie la vie de tout le monde, ça augmente la confiance, puisque ce n'est pas juste une mesure manuelle qui est faite une fois. Ce qui s'est passé, c'est que sur un de ces projets-là au moins, le projet s'est arrêté, ou du moins est passé en mode zombie pendant la phase les premiers tests terrain, tout simplement parce que le décideur s'est rendu compte qu'il n'avait aucun intérêt à ce que cette information soit connue, puisque les températures dépassaient en permanence, enfin du moins sur chaque journée, dépassaient la température autorisée pendant trop longtemps. Et donc lui, ça ne l'intéressait pas tant que ça. Corriger le problème, pourquoi pas, mais s'exposer auprès de ses clients et devoir être responsable des pertes de marchandises, ça l'intéressait un petit peu. Le tout est aussi de réussir à rentrer par le bon endroit. Et dans le B2B, de bien penser son modèle d'affaires. On va avoir donc assez classiquement quelque chose qui va se rapprocher du monde logiciel ou du monde software as a service, surtout du récurrent. C'est très souvent un modèle où on va essayer de passer sur du récurrent et donc de passer de la vente d'équipement ou de matériel à de la vente de services. Maintenant, tout le monde, tous les clients, publics ou privés, ne sont pas forcément prêts à passer sur ce modèle-là. Donc c'est aussi des fois purement un moyen de faire rentrer de l'équipement en all-inclusive, on va dire. Mais là encore, c'est adapter sa solution techno qui va être la même au marché qu'on a en face et de savoir quel est le meilleur moyen de le pénétrer, de faire croître son volant d'affaires derrière. Dans certains cas, ça va être du récurrent en subventionnant l'équipement. Dans certains cas, on va faire passer le coût du logiciel et du service dans l'équipement. Là encore, c'est vraiment lié au cas d'usage.
Alors, je vais essayer d'éviter les analogies faciles, enfin, du moins, je vais essayer de ne pas faire que ça. Vous avez peut-être déjà entendu cette citation de Clive Humby, qui a quelques années maintenant, disant que la donnée est le nouveau pétrole. Alors, l'avantage, c'est que c'est une phrase qui est suffisamment simple et attractive pour être répétée à l'envi. Il y a beaucoup de vrai dedans. Alors, comme souvent, les citations trop belles sont souvent un peu trop simples et ne recouvrent pas toute la réalité. Mais c'est vrai que c'est une analogie qui peut servir et où on peut voir l'IoT en fait comme ce moyen d'extraire la donnée. Donc, en voyant la donnée un petit peu. Donc, là, dans l'analogie, la donnée, c'est les nappes de pétrole, ou ça pourrait être un minerai rare, etc. L'extraire, le raffiner, le valoriser et en faire un produit transformé. C'est-à-dire que vous avez toute une chaîne d'extraction, de transformation, de valorisation, comme vous avez dans le monde du pétrole, où entre ce que vaut du pétrole non extrait et ce que vaut un litre d'essence à la pompe, vous avez un monde, parce qu'il se passe beaucoup de choses entre les deux. Et vous avez beaucoup de métiers différents, beaucoup d'entreprises différentes, et ce sont des métiers différents d'être dans l'extraction, d'être dans le pipeline, dans le transport, d'être dans le stockage, dans le raffinage, dans la distribution. On va retrouver ce genre de choses-là dans le monde IoT aussi. Ça va être, soit vous pouvez être verticalisé, avoir une entreprise qui est complètement intégrée et qui va faire tout de détection du potentiel, extraction, transport, valorisation, stockage, distribution, exploitation, comme vous pouvez avoir, comme dans le monde du pétrole, des entreprises qui sont purement sur leur domaine d'expertise. Donc, en bref, analogie facile, ça permet quand même aussi de segmenter un petit peu les choses. Ce n'est pas si simple que ça, et vous avez très souvent des choses qui vont être un peu plus entremêlées que facilement segmentées, comme je vous l'ai fait. Mais, quitte à être un petit peu confus, c'est un petit gimmick qui est facile à se rappeler et qui permet de se remettre en tête toute cette chaîne. Je vais parler un petit peu là, de ce qu'on entend par la donnée. Et donc, l'IoT, en fait, n'est jamais qu'un moyen de récupérer de la donnée du monde physique et de l'exploiter derrière. De la même manière que le pétrole en lui-même ne sert pas à grand-chose, c'est avec le moteur à explosion, grosso modo, et après l'invention, toutes les technologies autour du plastique, etc., qu'on sait valoriser et utiliser cette matière première. La matière première en elle-même, pendant des centaines d'années, on n'en a pas fait grand-chose. On a fait un petit peu d'éclairage avec beaucoup d'inconvénients, mais le tout, c'est l'usage à la fin. On peut se concentrer sur l'extraction, sur le transport, etc., mais le tout est de savoir à quoi ça va servir, et c'est ça qui va apporter la valeur. Donc, je parle beaucoup de données parce que, dans les faits, l'IoT, c'est aussi simple, entre guillemets, que se dire que le but du jeu, en fait, c'est dans n'importe quel domaine d'activité. Je parlais tout à l'heure de logistique, d'agriculture, d'industrie. Il s'agit d'un moyen d'obtenir de l'information fiable et temps réel ou presque. Alors, pas forcément temps réel au sens où on va l'entendre dans le monde des systèmes temps réel, mais du moins à quelques secondes ou à quelques minutes, peut-être même à quelques heures. On n'est plus sur des données qui sont réconciliées des semaines après que les événements surviennent. Et quand je dis des données fiables, alors sous réserve évidemment que tous les problèmes informatiques soient fiables, on va partir de ce présupposé, mais vous n'avez pas ce que vous avez encore aujourd'hui dans beaucoup d'activités où vous avez énormément de traitements humains qui vont du papier-crayon. Je vais caricaturer, mais pas tant que ça, parce que c'est des choses que vous avez encore dans beaucoup de métiers. Vous allez avoir une saisie papier-crayon, la feuille va se trimballer, elle va être après retraitée, tapée dans un fichier Excel dont personne ne se souvient qui a écrit la macro, il y a combien d'années, et personne n'est capable de la corriger ou de détecter s'il y a un défaut. Ensuite, tout ça va être remis ensemble dans un autre fichier Excel qui va peut-être alimenter un logiciel professionnel. Bref, tout au long de la chaîne, vous avez un tas de maillons pour que quelqu'un fasse une erreur de saisie, écrire sur la mauvaise ligne, se planter dans la saisie dans un formulaire, dans un fichier Excel, sans parler de la fraude. Parce que donc il y a l'erreur involontaire qui est une faute de saisie, une feuille qui se perd, comme vous avez de la fraude. Le plus vous avez d'intervention humaine, le plus vous avez de marge pour que quelqu'un change les chiffres le long de la chaîne pour les arrondir du côté qui l'arrange. Donc l'IoT va être un moyen en fait
d'aller un petit peu plus loin encore. Je parlais tout à l'heure de ces révolutions de l'IT en général. C'est pour ça que je positionnais l'IoT comme une nouvelle marche en avant sur ces révolutions. C'est un nouveau moyen d'aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'on va aller se rapprocher vraiment du monde physique pour aller obtenir de l'information maintenant sur ce qui se passe dans mon activité. Qu'il s'agisse de savoir où sont mes camions, qu'il s'agisse de savoir dans quel état sont mes automates, de savoir quelle est l'hygrométrie dans mes champs. J'ai l'information maintenant, elle est fiable et elle est structurée. Contrairement à ces fameux fichiers Excel ou ces fameuses feuilles volantes, elle est structurée et elle va pouvoir être facilement intégrée à des systèmes de traitement de données et aller construire ces fameux modèles mathématiques, si je veux aller plus loin, si je veux aller parler d'IA, etc. Mais avant même d'aller là, qui va me permettre très facilement d'aller alimenter mes bases de connaissances, mon ERP, facturer des clients à la consommation si c'est mon modèle d'activité, détecter une panne et lancer toute la procédure de support et d'intervention sur site. Donc l'IoT n'est pas forcément un monde complètement à part. Il s'agit vraiment d'une évolution et d'une extension de la capacité à avoir une connaissance fiable et temps réel de l'activité. Et en gros, tout ce qui se mesure va pouvoir bénéficier de l'IoT. Je parlais tout à l'heure de position de camion, de taux d'hygrométrie, état d'un automate, toute chose qui va pouvoir se décrire, toute donnée physique, une vitesse, une température, une orientation, savoir si quelque chose a été stocké tête bêche pendant trop longtemps, température, humidité, taux de particules fines, si je mesurais la qualité de l'air. Toute donnée mesurable va pouvoir être extraite, transportée et exploitée de l'autre côté. Alors si je reprends mon analogie du pétrole, il y a un léger sujet qui est le coût, combien ça me coûte d'extraire cette information mis en rapport de ce que ça vaut. Et c'est encore un vrai sujet pour l'IoT. On a des choses qui sont de plus en plus performantes du point de vue coût d'extraction aujourd'hui. Le coût d'extraction de votre baril de pétrole, de votre donnée, va être de plus en plus bas et va être suffisamment bas pour valoir le coup d'être mis en œuvre. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, et encore dans beaucoup de pays ou d'industries, il est encore tout à fait valable d'utiliser du personnel pour aller faire une relève de compteur, si vous voulez, même avec cette marge d'erreur, parce que ça me coûte beaucoup moins cher que d'avoir un développement et un déploiement d'infrastructures IT. Hop, je jette un œil au chrono quand même pour pas être trop bavard. Donc voilà. Je suis un petit peu confus des fois dans la manière dont je le présente, mais ce que je veux vraiment que vous ayez en tête, avant qu'on rentre dans le détail des couches de l'IoT, qu'est-ce qu'on entend par ces différentes strates, qu'est-ce qu'on entend par le mot IoT déjà. Tout bêtement, c'est un moyen d'extraire de la donnée, quel qu'elle soit le type d'information, extraire des informations, les normaliser, les stocker, les exploiter. Si déjà j'arrive à ce que vous ayez cette image en tête, ça sera déjà gagné pour moi aujourd'hui. Alors maintenant, si je rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, alors, je vais prendre la définition de l'ITU, donc qui est un grand organisme de normalisation télécom, qui dit que l'IoT peut être vu comme une infrastructure globale pour la société de l'information, permettant des services avancés par l'interconnexion physique et virtuelle de choses, d'objets, j'y reviendrai après, basées sur des technologies d'information et de communication existantes ou évolutives et interopérables. Donc voilà. Alors je vous avoue que je ne vais pas être très fort toujours sur rester sur la ligne de l'ITU et sur la normalisation. C'est pour ça que j'avais commencé par ça, pour cette partie un petit peu plus vulgarisée. Voilà, c'est une définition assez large, mais on comprend bien qu'il s'agit avant tout d'interconnecter des systèmes physiques et ou virtuels. Et grâce à l'évolution de ces technologies de communication et techno de l'information au sens large, d'améliorer leur transport, leur stockage, leur exploitation, leur valorisation. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire Internet of Things? C'est de la communication. Donc, cette donnée que j'extrais, que je mesure quelque part, dans un entrepôt, dans une usine, dans un champ, dans un domicile de particulier. Peu importe, il va falloir que je la transporte là où je vais l'exploiter. Alors, on parle d'Internet,
Alors, je vais revenir un petit peu après. Donc, vous avez cette couche de communication, c'est-à-dire que ça ne va pas forcément être local. Il va falloir être capable de transporter cette information au centre de traitement. Alors, dans certains cas, c'est pour ça que je mets Internet vraiment, sur certains types d'applications critiques, sur certaines anciennes approches dites M2M, on va être sur des opérations plus locales, circonscrites au périmètre maîtrisé, donc avec une infra privatisée. Et donc, c'est de l'Internet of Things sans vraiment d'Internet au sens infrastructure publique. On va rester simple. Je vais rester sur Internet of Things. Et voilà, retenez bien donc, des informations que, une fois extraites, je vais devoir communiquer. C'est mondial. Je parlais tout à l'heure d'avoir des données fiables et en temps réel. Il faut bien avoir en tête que ça va me permettre, si j'opère ou que je gère des choses pour des clients à l'échelle mondiale, je vais pouvoir mettre ensemble, corréler et confronter des données qui sont extraites de n'importe où dans le monde. Que ce soit à Paris, à Madrid, à San Francisco, à Tokyo, au fin fond de l'Asie, peu importe. Ces données, je dois être capable de les collecter et si ça a un intérêt pour moi, de les mettre ensemble, de les corréler et de les confronter à mes règles métiers et à mon expertise business. Donc, je ne vais pas vous faire un cours Sigfox, promis, malgré mes années passées chez Sigfox. Il faut voir que dans cette couche de communication, il y a énormément de bruit, c'est-à-dire que vous avez énormément de technologies disponibles. Vous allez entendre parler de Bluetooth, de Wi-Fi, de Bluetooth Low Energy, RFID, NB-IoT, 5G, LTE-M, Sigfox, LoRa. Vous avez énormément de technologies disponibles. Donc, le but du jeu, c'est pas, encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, de rentrer par la techno et de prendre le truc à la mode. Il s'agit vraiment de commencer par l'usage. À quoi cette communication va devoir servir et à quoi va devoir répondre. Est-ce que j'ai besoin d'une communication courte portée? Je ne sais pas, je suis sur un... je parlais du Fitbit tout à l'heure. Le Fitbit, il a besoin de parler à quelques mètres à mon smartphone. On va considérer que ça reste dans ma sphère personnelle, dans la sphère personnelle de l'usager. Pardon, il fallait que ça arrive. Et donc, ça va être une communication courte portée. Dans d'autres cas, je vais avoir besoin d'une communication à quelques dizaines de mètres, peut-être à l'échelle de mon entrepôt. Et d'autres cas, je vais avoir besoin d'une communication très longue portée parce que je ne vais pas maîtriser là où sera mon objet communicant et j'ai besoin qu'il soit reçu à 5, 10, 20 km ou plus. Et donc ça va déjà être un premier élément dans ma grille de choix. Un autre élément, évidemment, ça va être combien de données je vais devoir transmettre. La même technologie, je ne vais pas choisir la même technologie selon que je vais transmettre une température tous les jours, dans le cas de mon champ tout à l'heure, que dans celui où je vais pouvoir transmettre un flux vidéo en temps réel parce que je fais j'ai un dispositif de sécurité d'autoroute, par exemple. On reste dans l'IoT, on va être sur deux choses complètement différentes et qui vont devoir choisir des technologies adaptées. Je vous demande de m'excuser quelques secondes. Voilà, désolé, parce que sinon j'allais m'étouffer. On est reparti. Donc, quel type de communication j'ai besoin? Quel type de données j'ai besoin de transporter? Quel est le niveau de fiabilité dont j'ai besoin? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il me faut absolument 100 ou 99,999% de succès dans mes transmissions, ou est-ce que je peux m'accommoder de quelques pourcents de perte de messages de temps en temps? Est-ce que j'ai besoin d'avoir une autonomie en énergie de quelques heures, quelques jours, quelques mois, plusieurs années? Là encore, ça va aiguiller ce choix. Et évidemment, il y a un léger sujet qui est celui de l'argent, ce que j'ai indiqué, le total cost of ownership, qui est combien ça va me coûter de mettre en œuvre cette technologie de communication, combien ça va me coûter de la mettre dans mon objet, et combien ça va me coûter au fil du temps. Combien ça va me coûter de devoir changer de type de batterie, combien ça va me coûter de devoir faire du rappel en entrepôt tous les 6 mois parce qu'il faut changer les piles, etc., etc. Et je vous ai mis une petite parenthèse, c'est sur ces technos de communication, il y a des choix à faire aussi sur le modèle qu'on veut utiliser. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut s'appuyer sur des technologies purement opérées. Donc je veux ou je suis prêt à travailler avec Sigfox ou avec Orange ou avec SFR
parce que c'est eux qui vont prendre en charge l'opération du réseau. Ça ne va pas être mon problème en tant que développeur ou en tant que client. À contrario, à contrario. L'inconvénient, entre guillemets, ça veut dire que ça va être un coût récurrent pour moi d'abonnement au service en général, et que c'est une dépendance. C'est-à-dire que je vais devoir m'appuyer, me fier à un tiers dans la durée et savoir que je peux confier mon business à ce tiers-là. Vous avez aussi le modèle privé, c'est-à-dire d'aller opérer son propre modèle de communication. Donc, vous avez l'exemple de Laura. Vous pouvez faire du cellulaire à votre compte dans certains cas. Vous pouvez faire du réseau maillé en déployant vous-même des technologies type Wirepass qui vont vous permettre de faire de la communication locale entre vos différents objets et éventuellement de passer ensuite par une passerelle pour tout remonter sur Internet. Vous pouvez utiliser du CPL dans certains dispositifs, c'est-à-dire utiliser le courant d'alimentation comme mode de remontée de données. C'est des choses qui se font dans certains domaines. Et j'ai mis une petite parenthèse sur l'aspect crowdsourced. Alors, c'est vraiment sur des choses qui sont émergentes. On voit émerger en ce moment, est-ce que c'est une tendance qui va durer plus de 6 mois? C'est pas dit. Mais on voit des choses émerger, comme une société, par exemple, comme Helium, qui est sur un modèle où il propose à tout un chacun d'installer des passerelles, donc des stations réseau, et en échange d'avoir un système de crypto-monnaie pour récompenser les opérateurs et financer les communications. Alors c'est quelque chose qui prend bien, c'est-à-dire qu'ils ont, je crois, quelque chose comme entre 20 et 30 000 gateways qui sont partis dans la nature depuis cet été, enfin, entre cet été et la fin de l'année. Donc quelque chose qui va très très vite, mais qui est le domaine des cryptos, ou l'intersection crypto-IoT étant ce qu'il est, c'est pas forcément quelque chose sur lequel je parierais pour monter un business pour les 10 ans qui viennent. Mais voilà, je voulais vous mettre cette petite parenthèse. C'est pour voir un petit peu ces différents modèles, rien que sur la couche de communication. Et les choix qui doivent être faits, encore une fois, ne doivent pas forcément être faits sur des on-dit ou sur des préférences de je préfère telle techno, mais de bien comprendre quel est le besoin, quelles sont les contraintes auxquelles répondre, et mettre en œuvre ce qui va correspondre le mieux. Et vous n'allez pas avoir une taille unique, une techno qui va vous permettre de répondre à tous les besoins. Ou alors vous pouvez mettre de la 4G dans tous les cas, ça va vous permettre de transporter beaucoup de données à des grandes distances, et par contre ça risque de moins répondre à vos besoins de consommation d'énergie et de consommation de capital. Sur la deuxième partie de Internet of Things, c'est peut-être la partie la plus intéressante. Donc en anglais on dit Internet of Things, donc l'Internet des choses, ou l'Internet des trucs, si je veux garder le T. Là où en français on a tendance à parler de l'Internet des objets. Alors, c'est peut-être couper les cheveux en quatre, mais j'ai tendance à faire une distinction entre les deux. Quand on parle d'objet en français, on a vraiment tendance à voir un objet, c'est-à-dire quelque chose qu'on va manipuler, qu'on va utiliser, donc quelque chose qui a un utilisateur au bout. Donc, ça marche très bien pour des objets personnels. Je parlais tout à l'heure des fitness trackers, des choses comme ça, une balance connectée, tout un tas de dispositifs dans le monde de la maison connectée sont des objets au sens où on les voit, on les touche, on interagit avec eux, on se recharge leur batterie tous les jours, voire plus, au besoin, parce qu'on les voit et qu'on voit la valeur et qu'on perçoit l'intérêt de le faire. Quand on va parler de choses, on va descendre d'un cran, on va vraiment être sur des capteurs, des choses qui vont être oubliées, autonomes, qui ne vont pas forcément être attachées à un utilisateur. Je parlais tout à l'heure de la chaîne logistique. Si vous installez un tracker, donc un truc, j'ai que des T, on reste dans l'IoT, vous l'installez sur votre palette ou sur la marchandise que vous expédiez parce que vous voulez la suivre, vous n'allez pas avoir le besoin, vous ne pouvez pas vous permettre que quelqu'un tout au long de la chaîne manipule cet objet, appuie sur des boutons, le fasse passer de tel réglage à tel réglage, etc., etc. Vous avez un besoin d'autonomie qui est très fort. C'est ça que va vraiment adresser l'IoT, ça va permettre d'avoir des capteurs autonomes pour des grandes durées de vie, de temps en temps, selon les cas et selon les capacités. Dans certains cas, ce que je disais, on va être sur des choses qui ont une autonomie de plusieurs années, qui vont être complètement autonomes, qui vont soit être, entre guillemets, bêtes, je reviendrai peut-être tout à l'heure, soit adapter leur comportement au contexte ou réagir à ce qui se passe autour d'eux,
mais qui vont être complètement autonomes, donc sans cette notion d'usager, de propriétaire qui va interagir avec eux. J'ai eu la chance de travailler avec nos amis de l'armée de terre en France, qui travaillaient sur le sujet et qui, eux, utilisaient un terme que j'aime bien, qui était de capteur oublié ou capteur abandonné, et qui est assez adapté dans pas mal de cas dans l'IoT. C'est vraiment le voir comme des sondes, des choses qui sont déployées, installées et qui vont remplir leur office pendant le temps qui leur est alloué et selon les règles qu'on a mis en place, avec éventuellement de l'adaptation en cours de route, mais sans intervention en permanence. Quand je dis permanence, ça ne veut pas dire toutes les minutes, mais ne serait-ce qu'avoir un opérateur qui vient toucher quelque chose, tourner un bouton, appuyer sur quelque chose, jouer avec un interrupteur toutes les 6 semaines, et là, très souvent, ça va faire tomber le modèle économique. Je parlais tout à l'heure de penser au business case. Dans ces cas-là, vous allez avoir un coût caché qui très vite va faire que le business case ne tient pas. Et on va se dire, ok, d'accord, l'IoT, en fait, ça sert à rien du tout, c'est du gadget. Nous, on a mis en place un projet, ça a planté au bout de 9 mois, on s'est rendu compte, tatatata. Donc ça, ce sont des choses qui arrivent, mais très souvent, ça va être une mauvaise compréhension ou une mauvaise évaluation des enjeux au début. Il est vraiment important de bien évaluer toutes ces choses-là au départ pour avoir quelque chose de vertueux. La difficulté, notamment pour des gens qui viennent du monde du logiciel, c'est mon cas, ce que je vous ai dit, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans tout ce qui est développement Internet, site à grande échelle, applications mobiles, etc. C'est qu'on rentre dans un tout nouveau monde et on n'est plus uniquement sur des problèmes de logiciels qu'on peut mettre à jour facilement, surtout si je parle de logiciels côté Internet, côté cloud. On est sur des choses qui sont là pour durer, on est sur des cycles de vie qui vont être très longs. C'est-à-dire que quand vous envoyez un capteur dans la nature pour 3 ans, pour 5 ans, voire plus, vous avez intérêt à prendre en compte énormément de critères pour vous assurer d'avoir quelque chose qui ne va pas vous péter entre les mains au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, avec un peu de chance, quand en plus les sachants ont disparu, ont quitté l'entreprise entre-temps. Vous avez beaucoup de choses à prendre en compte, et du coup, vous avez souvent des projets qui sont quand même assez longs, parce qu'on ne peut pas se permettre, entre guillemets, d'aller vite et de casser des choses en cours de route, comme on aime bien faire dans le milieu de développement web ou application, où on peut se permettre de faire des erreurs, de corriger, de faire de la livraison continue, de mettre à jour tous les jours le logiciel. Là, quand vous avez des milliers, des centaines de milliers, des millions d'objets dans la nature, de choses, pardon, ça devient très compliqué et très coûteux de devoir rattraper des erreurs. Très souvent, vous allez avoir des projets qui vont être un petit peu plus de temps à se mettre en route, où on va être un peu plus conservateur. Si je zoome, alors j'ai pris l'exemple d'un démonstrateur IoT Sigfox simple, juste pour vous montrer ce qu'il y a dans un objet. Il faut bien voir qu'on rentre avec un millefeuille de complexité et de compétences différentes à mettre en œuvre. On va avoir de la mécanique, c'est-à-dire selon le contexte dans lequel va devoir être déployé et exploité le capteur ou la chose communicante. Est-ce qu'il va y avoir des contraintes de résistance au choc, de discrétion? Quel est l'encombrement qui est possible? Est-ce qu'il faut qu'il soit à même de se prendre un coup de pare-choc, un coup de transpalette? Est-ce qu'il faut qu'il soit étanche? Si oui, à quelle norme IP? Donc, tout ça sont des questions mécaniques, des questions d'expertise, de plasticien, etc. Est-ce qu'il faut qu'il soit rechargeable? Si oui, comment est-ce que je vais pouvoir connecter quelque chose? Je parlais d'étanchéité. Vous avez des notions d'électronique, qui sont encore une fois des métiers très pointus, donc avec les compétences qui vont avec les contraintes d'approvisionnement sur les composants, qui sont des marchés assez tendus en ce moment, des problématiques de coûts de mise en œuvre qui sont souvent très importants. Je parlais tout à l'heure d'opportunités pour les pionniers. La marche à l'entrée est quand même plus élevée, même si l'IoT permet quand même une marche à l'entrée raisonnable comparée à l'électronique d'il y a 20 ans. On reste sur des choses où vous avez très souvent des frais d'entrée, des frais de développement, des frais de certification, des frais de production qui sont très importants. Ouais. En compétence de la mécanique, de l'électronique, du développement embarqué. N'allez pas mettre vos développeurs web à faire le développement embarqué. Ils vont peut-être vous faire quelque chose qui marchote, mais on est sur un autre monde avec du développement d'environnement contraint, des langages de programmation qui peuvent être les mêmes, mais avec des contraintes très différentes et des manières de travailler qui sont assez différentes. Vous avez des problématiques de gestion de l'énergie. Là, on rentre sur des couches qui sont souvent très bas niveau pour aller épargner
autant que possible la consommation énergétique, prolonger la durée de vie, faire le bon choix de mode d'alimentation. Je parlais tout à l'heure, est-ce que c'est rechargeable, est-ce que ce sont des piles? Quel modèle de pile? Quelle chimie je vais utiliser? Quel coût? Quelle durée de vie? Quelle facilité d'approvisionnement? La gestion de la couche de communication, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que je mets en œuvre du cellulaire, du LPWAN façon Sigfox ou LoRa? Est-ce que c'est du Wi-Fi? Est-ce que c'est du Bluetooth? Là encore, sur des compétences particulières et des cycles de développement particuliers. Donc, ce truc, cette chose, qui est souvent le mal nécessaire dans l'IoT, qui est souvent la partie qui coûte beaucoup, où la moindre erreur est très coûteuse, où les délais sont longs, c'est malheureusement le parent pauvre, c'est-à-dire que c'est pas là-dessus qu'on va faire de l'argent sur la vente de bidules électroniques. C'est fini. Le modèle économique, il bascule de plus en plus côté service. Personne n'a envie de faire cette partie-là, la partie Ping, et tout le monde veut se concentrer sur la partie Internet, parce qu'il est facile de comprendre que le potentiel business, le potentiel économique, il est sur ce modèle de service, sur ce modèle de valorisation de la donnée et d'application métier très, très bien ciblé. Maintenant, vous avez besoin, dans l'IoT, il y a quand même ce T à la fin, ce mal nécessaire du device, qui est quelque chose de très sensible et de très difficile à faire correctement. Les experts ne courent pas les rues, ou du moins les bons experts. Les experts, vous en trouverez toujours. Voilà, c'est important d'avoir ça en tête et de bien se rendre compte que ce n'est pas aussi simple que de faire un site web ou aussi simple que de faire une application mobile. Vous avez vraiment une couche de métiers différents et d'erreurs faciles à faire qui sont assez simples. Et j'ai oublié dans la gestion de la communication, vous avez la question des antennes, on rentre encore dans un autre niveau de complexité, c'est comment est-ce que j'optimise ma performance de communication tout en ayant le bon encombrement, en respectant les coûts, etc., etc. Donc là, vous rentrez dans des compétences physiques et qui sont là aussi des compétences qui sont assez rares et assez difficiles à trouver. Et des endroits où il est très facile de faire n'importe quoi. De manière générale, si je reprends la casquette que j'avais quand j'étais chez Sigfox, mon conseil était toujours de dire aux gens que s'il y a des parties que vous comprenez mal, le mieux c'est de trouver des gens pour vous accompagner et de ne pas chercher à tout faire vous-même. Il est très rare de trouver quelqu'un ou une entreprise qui va vraiment être experte sur toute cette chaîne IoT, qui est très longue avec énormément de maillons. Il est très difficile d'avoir un niveau de compétence élevé sur chacun de ces maillons. Je parlais tout à l'heure de Smart. J'essaie d'accélérer parce que le temps passe assez vite. Oui, Nicolas, je vous confirme, on va bientôt passer aux questions-réponses d'ici 2 minutes. On reviendra sur les sujets pour les approfondir. Ok, j'y suis presque. J'y suis presque. Pas de souci. Je vais foncer à travers ça parce que je vais quand même vous dire 2 mots de sécurité après. On parle aussi souvent de smart home, smart city, smart ceci, smart cela. C'est un vrai sujet. Alors, tout ce qui est edge processing, voire intelligence artificielle sur l'edge sont des choses qui se développent beaucoup depuis 2 ans, avec des coûts qui baissent rapidement, et donc qui deviennent de plus en plus pertinents, et qui reviennent en fait à déporter l'intelligence et le calcul au niveau de la chose communicante, qui va du coup pouvoir traiter beaucoup de choses en local et éventuellement interagir avec son environnement et remonter, entre guillemets, vers le navire amiral, vers le cloud, soit sur la donnée vraiment déjà traitée, soit en cas d'urgence, etc. Maintenant, c'est un vrai choix. Je parlais tout à l'heure de capteurs oubliés. Vous pouvez aussi avoir des capteurs qui sont bêtes et méchants, j'ai envie de dire, qui sont tous smart, qui vont se contenter de renvoyer leur position ou de renvoyer leur température. C'est une donnée bête. Alors l'avantage, je parlais de complexité de l'objet, c'est que le plus votre capteur va être à l'opposé du smart, le plus il va être économe à produire et le moins de risque d'erreur de logiciel ou de conception vous prenez. Voilà. Encore une fois, et comme toujours, tout part du cas d'usage et du besoin que vous avez derrière. Ça doit vraiment être ça le driver à chaque fois. Alors je passe très vite, de toute façon je ferai en sorte que vous ayez accès au slide. Ça c'était l'architecture telle que décrite par l'ITU, avec donc ces différentes couches entre la couche device, la couche réseau avec le transport, etc., la couche de support, d'application support, etc., et enfin l'application qui arrive tout en haut. Vous avez une autre vue que j'avais trouvée un peu plus claire, qui était proposée par Edgewire dans un article, où vous voyez bien tout ce millefeuille qui parle du produit, la chose, avec son logiciel embarqué, avec tous ses composants électroniques, la couche de connectivité, donc, quelle techno j'ai utilisé, quel protocole, est-ce que je vais passer par, est-ce que je vais faire du MQTT, du TCP, etc. Et ensuite, côté cloud, côté Internet,
toutes ces questions de stockage de la donnée, de user management, de device management, mes règles métiers, mes couches d'analytics et mes applications. Et je finis juste par la sécurité parce que c'est un vrai sujet. Alors, on dit des fois que le S dans IoT est pour sécurité. Le problème est justement qu'il n'y a pas de S et que c'est un vrai problème. Je parlais tout à l'heure de cycle de vie long. La sécurité, c'est pas un process. C'est un process, pardon, je suis fatigué, j'arrive à la fin. C'est pas une fonctionnalité, c'est pas une case qu'on peut cocher dans un projet et se dire ça y est, la fonctionnalité sécurité ou la fonctionnalité cybersécurité, elle est faite, elle est réglée, tout va bien. C'est un process continu qui va se faire tout au long du cycle de vie, qui doit couvrir toute la chaîne. Je montrais le millefeuille tel que décrit par HBR, qui va du device à l'application finale. C'est du risk management et vous avez pas mal de couches de vulnérabilité. Donc j'avais un petit visuel en très vilaine qualité, mais qui est un bon exemple quand je parle de cette chaîne en sécurité, comme dans beaucoup de choses. La chaîne, elle est aussi solide que le plus fragile de ses maillons. Et ça sert à rien de mettre 4 verrous, même si ce sont des verrous inforçables, avec telle alarme, un mur en béton, etc. Si votre porte est en carton mâché, et ben là, dans ce cas-là, le verrou a tenu le choc, tout va bien, le mur va bien aussi. Donc si c'est ça nos critères d'évaluation de sécurité, on est toujours bon. Sauf que la porte, elle a été soulevée et que les gens sont rentrés. Donc c'est là encore un exemple facile. C'est de bien dire que la sécurité, ça recouvre toute la chaîne qui va de l'objet. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un compromet un objet, à la donnée qui est transportée, donc interception sur la couche de communication par exemple, la donnée au repos, à quel point les données sont sécurisées dans ma base de données. Ça ne sert à rien de verrouiller à triple tour un device et de s'assurer que tout est encrypté sur la couche de transport si derrière c'est stocké dans une base de données qui est sur Internet avec admin comme code d'accès. Ça c'est vu. Quel est le niveau de sécurité de mes applications? Quel est le niveau de sécurité de mes opérations? Est-ce que j'ai 10 000 clés secrètes, j'ai des clés secrètes et tout ça, mais je les envoie par mail, en mail clair à mes clients, et du coup n'importe qui peut ouvrir ce fichier Excel et les exploiter. Voilà. C'est du risk assessment, c'est de vraiment savoir déterminer quel est l'impact que ça peut avoir sur mes opérations, sur mon business. Ça peut être un impact sur mon image en tant qu'entreprise. Vous avez eu le cas du botnet Mirai il y a quelques années, qui a été catastrophique, aussi parce que ça avait utilisé des devices d'IoT, mais qui étaient en fait des mini-ordinateurs connectés sur Internet en permanence et qui ont donc été compromis. Voilà, leur OS a été compromis et ils ont été utilisés comme armée de zombies pour attaquer les infrastructures de tiers. Alors Nicolas, je suis désolée. Je suis désolée de vous couper à nouveau. Voilà, okay. Donc je finirai juste là-dessus. Sécurité, c'est du risk management. Définissez votre niveau de risque et faites l'arbitrage entre le niveau de sécurité dont vous avez besoin, que vous pouvez vous permettre financièrement, et en face, le risque que vous prenez. Et voilà, j'ai terminé. En retard, je suis trop bavard. Non, mais c'était très intéressant, merci. Alors, on va procéder du coup à l'interview. Pendant que je pose mes questions à Nicolas, n'hésitez pas à écrire vos questions sur le chat de l'événement et Louise Goulet vous donnera la parole après, suite à cette petite interview. Donc, Nicolas, j'ai quelques questions à vous poser. Donc, l'énorme potentiel de l'IoT, on le sait, c'est de mettre des à date, le secteur où son utilisation est le plus démocratisée, c'est le secteur de l'industrie. Donc, il y a énormément d'exemples, mais pour en citer un, par exemple, on a beaucoup parlé des trackers sur les routes où il y a du verglas pour gérer le dessalage l'hiver. En revanche, d'un point de vue grand public, son utilisation est moins démocratisée. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de la maturité autour de l'IoT et des objets connectés pour le grand public? Oui, alors pour le grand public, c'est ce que je disais, le niveau de maturité, on est encore dans quelque chose qui est avant tout pour les aficionados de technologie. On est encore beaucoup pour des objets qui sont un peu gadgets, qui sont pour le plaisir de bidouiller quelque chose. Je prends l'exemple de la Smart Home. C'est pour des gens qui aiment bien bricoler leur domotique et pouvoir eux-mêmes piloter leur store ou changer la couleur des lumières, des choses comme ça. On n'est pas encore sur des niveaux de maturité très élevés. Je pense que le niveau de maturité, il est élevé quand on oublie la technologie. Donc, tant qu'on continue à avoir un objet IoT, entre guillemets, c'est qu'on reste sur l'étape du gadget. On n'achète plus d'objets électroniques, par exemple. Alors
il y a quelques années, quand j'étais plus jeune, j'avais envie d'avoir des jouets électroniques parce que c'était cool. Maintenant, les enfants d'aujourd'hui, ils oublient. C'est normal. C'est normal qu'il y ait quelque chose qui clignote, qui fasse bip bip. Et je pense que ça sera la même chose pour l'IoT. Le plus on s'éloigne du buzzword, le plus on rentre dans la phase de maturité. Alors, au mois d'octobre, on a reçu Luc Julia, qui est donc le créateur de Siri, et lui aussi est passionné justement de domotique et d'objets connectés. On lui a du coup posé la question sur sa vision de la domotique. Et selon lui, tel qu'existe l'IoT actuellement, pour le citer, ne sert à rien parce que ça sert à rien, pour utiliser l'exemple qu'il a utilisé, d'allumer sa lumière avec son téléphone portable, par exemple. Donc lui nous expliquait que selon lui, pour que l'IoT ait un futur, il faut faire en sorte que les objets puissent être connectés et communiquer entre eux. Donc par exemple, que sa boîte mail puisse communiquer avec sa lampe. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Oui, alors après, en faisant ça, il réduit l'IoT à la partie B2C, qui, comme je disais, n'est que la face visible de l'iceberg. Le gros de l'IoT, qui marche déjà, qui est déjà utile, il est du côté professionnel. Et effectivement, c'est des choses qui sont par contre pas sexy du tout et pas visibles du citoyen ou du consommateur. Après, oui, c'est ce que je disais, tant qu'on reste sur du gadget, ça ne sert pas à grand-chose au-delà de l'effet de mode ou du plaisir de posséder le dernier gadget. Et effectivement, le potentiel, il est sur de l'interconnexion et sur des scénarios d'usage qui vont pas être seulement ma boîte aux lettres connectée ou mon frigo connecté qui ne sert à rien. C'est le jour où j'ai un scénario ou des choses qui s'enchaînent et des règles de si alors sinon qui vont permettre de répondre automatiquement à des scénarios. Ok. Donc aujourd'hui, on compte quand même plusieurs millions d'objets connectés. Est-ce que vous pensez qu'on a atteint un palier ou est-ce que en termes quantitatifs, on peut s'attendre à des évolutions dans les années à venir? Non, ce que je dis, on est vraiment au début de cette phase de mass IoT, phase massive, puisque c'est maintenant qu'arrivent les. J'aurais dû en mettre dans mes slides, la fameuse courbe d'adoption classique, où on a ce gros tiers de late majority, qui sont les conservateurs qui arrivent une fois qu'une technologie est vraiment éprouvée, que les innovateurs et les early adopters ont un peu essuyé les plâtres, et viennent un peu comme on l'a eu sur tout ce qui est SaaS dans le monde logiciel. On l'a maintenant sur l'IoT. Et c'est en plus des déploiements qui prennent du temps. Entre le moment où une grande entreprise se décide à se jeter dans le bain de l'IoT, il va se passer au moins 18-24 mois avant de commencer à avoir un nombre conséquent de capteurs sur le terrain. Mais oui, les nombres ne vont que croître. Je citais, donc Gartner visait ou espérait peut-être 21 milliards pour l'année prochaine. On n'y sera probablement pas, même si on est sur énormément de choses. Et de plus en plus, on va sur des petits capteurs, des choses qui coûtent peu, mais où leur valeur est dans le nombre. C'est-à-dire que la valeur de cette donnée va être sur la démultiplication du point de relevé, en fait, du nombre de points de relevé. Alors, est-ce qu'il y a des marchés, selon vous, où justement l'adoption de l'IoT se fait de manière plus limpide? Alors, soit dans des mondes qui étaient habitués à travailler des technologies dites M2M et qui font une transition douce, sans forcément être au courant qu'ils font de l'IoT. Ça fait déjà M2M, quelques années. machine to machine, c'est ça? Oui, pardon, M2M, machine to machine, donc c'est des choses qui se faisaient déjà depuis il y a un certain temps d'avoir. Alors, je vais rentrer dans des choses qui sont vraiment pas sexy, mais sur des réseaux d'eau, voilà, d'avoir des automates ou des data loggers qui surveillent le réseau d'eau jusqu'au point de distribution dans les immeubles, dans les maisons, et ben, qui remontent leur état. Donc, c'est vraiment des choses bêtes qui font pas rêver. C'est-à-dire que c'est pas avec ça qu'on va briller en société en parlant de son métier, mais c'est des choses qui apportent une valeur parce que on va quand même, le plus on peut éviter aux équipes de descendre dans les réseaux d'eau qui sont pas les endroits les plus sympas où travailler pour aller vérifier s'il y a une fuite ou pas, le mieux on se porte. Donc on a des systèmes comme ça qui sont déjà bien matures, bien déployés, qui surveillent la pression et ce genre de paramètres et qui permettent d'éviter les rondes de maintenance inutiles. Ok. On a ça et on a le monde de la logistique où la transition, la valeur est assez facilement perceptible et où c'est avant tout maintenant une guerre de coûts et de réussir à avoir des dispositifs qui financièrement sont pertinents et qui vont permettre de se déployer. Plus qu'un problème techno
comment dire, de compréhension de la valeur apportée, on est sur maintenant une problématique de coût. Ok. Alors, pour parler aussi donc de sécurité, vous en avez aussi parlé lors de votre présentation. C'est un sujet qui fait beaucoup parler. Il y a une étude qui est sortie, qui a été menée par UCL et l'Imperial College à Londres, qui a fait beaucoup de bruit en 2019 parce qu'elle démontrait que les données utilisées par les objets connectés pouvaient être revendues derrière à, par exemple, Amazon et d'autres grands groupes. Est-ce que l'IoT est donc sécurisable? Oui, alors là en plus, je pense que c'est un problème qui dépasse l'IoT, qui est tout le problème des données qui sont collectées via l'IoT, via des objets ou via le premier des objets IoT, qui est celui-là, qui est le smartphone que j'ai avec moi en permanence, et qui sait où je suis, avec qui je suis, combien de temps, à quelle fréquence. Et donc, soit ces données peuvent être revendues, alors là, c'est plus des questions de modèle économique. Très souvent, un service que vous ne payez pas, c'est que votre fournisseur, il va se rémunérer d'un autre moyen, donc très souvent sur la donnée. Le fameux, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Ça, c'est pas propre à l'IoT. L'IoT peut contribuer à ce problème-là, ça c'est sûr. Je ne vais pas revenir sur les polémiques autour du Linky et des craintes de certains d'avoir Big Brother qui surveille à quelle fréquence ils utilisent leur grille-pain et leur toilette. Mais oui, donc c'est un sujet, et la sécurisation, ce que je disais, elle est vraiment sur l'ensemble, et avant tout, ce que vous disiez, sur les données, parce que avoir un souci de sécurité sur des données qui transitent, c'est problématique, mais c'est uniquement sur une petite partie des données, par définition. Alors que si c'est un problème de sécurisation, alors soit de sécurisation, c'est-à-dire que là on parle d'intrusion et de vol de données, soit là on est sur un problème d'honnêteté ou de modèle économique du fournisseur qui revend les données. Alors, très souvent, on en est informé dans les 77 000 pages de conditions générales qu'on assure avoir lues avant d'ouvrir une application. Soit il peut y avoir, oui, des sociétés qui sont rachetées ou qui sont liquidées et les bases de données sont considérées comme des assets et peuvent être reprises par des tiers qui vont en faire un usage inconnu au moment de la collecte. Non, je pense qu'on dépasse l'IoT. C'est un problème malheureusement qui est commun à tous les services Internet en général. Alors, quand on parle de l'industrie 4.0, on parle souvent de maintenance prédictive, donc qui consiste à anticiper les défaillances à venir sur un équipement, un objet ou même un système. L'IoT s'est imposé comme la solution incontournable pour la maintenance prédictive. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, nous parler de ce sujet en quelques mots et voilà. Oui, la maintenance prédictive, c'est vrai que c'est une très belle promesse. La vérité, c'est qu'on est aujourd'hui avant tout dans de la maintenance assistée, qui est déjà un vrai progrès. Donc, c'est une assistance au diagnostic et une détection d'incidents sans attendre une ronde de surveillance. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Un exemple, c'est surveillance de la structure des ponts, par exemple. On a eu un cas en Italie dramatique il n'y a pas si longtemps, où c'est des surveillances qui se font de temps en temps, de manière plus ou moins sérieuse. Et ne serait-ce que surveiller ça et assister la maintenance en signalant les variations par rapport à la normale sont utiles. La maintenance prédictive, c'est plus quelque chose qui va arriver. Je parlais de l'edge computing qui se développe. C'est un gros contributeur et quelque chose qui va aider à cela, à la constitution de modèles pour faire c'est l'intelligence artificielle. Et on a aujourd'hui des choses qui sont de plus en plus où on va avoir un objet qui va apprendre par lui-même qu'est-ce qu'un comportement normal. Par exemple, il va être fixé à une pompe industrielle et de lui-même, il va apprendre quel est le niveau de bruit habituel ou le niveau de vibration. Il va être capable de signaler quand on sort de cette normale. C'est-à-dire qu'il va simuler un petit peu les 30 ans d'expérience du mec qui était habitué à passer et à l'oreille était capable de voir qu'il y a quelque chose qui commençait à coincer. Donc là, on va basculer dans la maintenance prédictive. La maintenance prédictive, c'est l'intelligence artificielle. Ça nécessite énormément de données qualifiées. Et comme souvent quand on parle d'intelligence artificielle, il y a une grande marche entre en parler, le promettre et avoir quelque chose qui est vraiment pertinent sur le terrain. Mais on y arrive. Ok. Alors, pour parler aussi un petit peu donc de Sigfox, donc l'IoT, c'est un secteur qui, on le sait, est totalement concurrentiel, notamment sur la partie connectivité. Donc, il y a Sigfox, LoRa, NB-IoT, il y a beaucoup d'acteurs. Comment est-ce qu'on se démarque sur ce marché?
C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je ne suis pas sûr qu'on ait su y répondre complètement, malheureusement. C'est important, parce que comme je disais, dans l'IoT, vous avez une chaîne avec énormément de maillons. Et c'est un petit peu le jeu de savoir qui va réussir à capter la valeur. Et alors, des acteurs sur la couche purement communication, que ce soit Sigfox ou les acteurs LoRa, elles ne sont pas sur la plus grosse part du gâteau. C'est uniquement du transport, et c'est peu de valeur ajoutée. Donc, une des manières de se démarquer, c'est d'étendre un petit peu son empreinte et de monter dans la chaîne de valeur, soit en proposant des services packagés, soit en proposant de l'expertise, de l'accompagnement à la conception de dispositifs. Pour ce que je disais tout à l'heure, éviter qu'un client tombe dans les pièges de conception qu'une entreprise comme Sigfox ou autre, en étant partie prenante de nombreux projets, peut apprendre et peut proposer son expertise. Donc ça, c'est un moyen de se démarquer. Et après, c'est des modèles d'opération. Dans le monde LoRa, par exemple, vous avez pas mal de PME françaises qui se sont fait une place en rentrant en aidant des métropoles à déployer une infrastructure à l'échelle d'une ville. Et là, c'est du positionnement, c'est-à-dire c'est positionner ça comme le réseau citoyen ou le réseau de la ville. Et donc là, on bascule de la technologie à un petit peu du marketing ou du marketing politique dans ces cas-là. Ok, et donc pour finir, j'ai quelques petites questions sur l'actualité, donc pour parler du Covid-19. Donc le réflexe de tous les acteurs a été de se tourner vers une application mobile pour essayer de tracer le Covid et donc d'utiliser le smartphone des Français pour détecter les personnes autour. Seulement voilà, le Bluetooth n'a pas été conçu pour cette utilisation de base et beaucoup ont parlé du risque justement aussi de collecte d'informations par les GAFA pour savoir par exemple, c'est ce dont vous parliez à l'instant, combien de temps on passe avec une personne donnée. Est-ce qu'on pourrait imaginer une alternative à ces applications comme Tous Anti-Covid et d'autres qui serait un dispositif connecté pour tracer les personnes infectées par le virus et du coup mieux cerner sa propagation? Oui. Alors, je pense que sur le papier, oui. Après, se pose forcément la problématique de l'acceptation d'une solution de ce type-là pour les citoyens. Donc, si on le décrit comme traquer les personnes infectées, les Français étant ce qu'ils sont, et je pense que ce n'est pas propre à la France, je pense que c'est le meilleur moyen pour que le tracker soit rangé dans un tiroir ou emballé dans une double feuille d'alu. Et quand on voit qu'on a un des pays avec le plus fort taux de défiance vis-à-vis du vaccin, je pense que des choses comme ça seraient encore plus rejetées. Après, il y a des choses qui se sont faites. Alors, je peux parler d'une startup, par exemple, qui travaille avec Sigfox, qui fait un tracker générique. Une startup qui s'appelle Invoxia, qui fait du tracker classique à mettre dans son sac à dos, dans sa valise, sur son vélo pour suivre ses biens. Et ils ont pivoté au printemps, ils ont proposé un service qui ne se basait pas sur Sigfox, personne n'est parfait, mais qui était sur la gestion de la bonne distanciation. Donc l'approche était de se dire, je gère un entrepôt, je gère une ligne de production, un environnement industriel, je vais équiper mes salariés de ce dispositif. Ils l'ont dans la poche. Ça ne va pas les traquer, ça ne va pas me dire où ils sont, à quelle heure, combien de temps ils passent en pause toilette, etc. Par contre, si j'ai deux objets qui vont être trop proches pendant trop longtemps, ça va faire bip bip et ça va clignoter. Donc c'est pas grand-chose, mais ça permettait de conserver cette distanciation sociale, parce qu'on savait très bien à la reprise au printemps que tout le monde allait respecter les règles pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, et très vite les anciennes habitudes allaient revenir. Donc ils ont très vite repris leur dispositif existant, fait une mise à jour logicielle pour essayer de proposer cette offre packagée, ce qui leur a permis de répondre assez vite. Et un autre projet, donc un des derniers projets que j'ai accompagné chez Sigfox, qui est une entreprise américaine qu'on a aidé à sourcer un partenaire en Chine qui a pu produire un oxymètre, enfin ces appareils qu'on met au bout du doigt pour mesurer la saturation en oxygène. Et donc tout bêtement, l'idée c'était de se dire on va prendre ces objets-là, on va les donner aux gens, on va les diffuser pour qu'ils puissent chez eux mesurer leur saturation, et ça va nous permettre de construire une carte très rapidement et de détecter du coup ces points chauds, ces zones où on voit des taux anormaux se constituer. Donc là, l'idée, c'est vraiment de trouver un objet aussi bête que possible, fiable et non intrusif. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le risque avec l'IoT, avec les nouvelles technologies en particulier, est d'être dans des dispositifs intrusifs et d'avoir ce côté Big Brother de surveillance des allées et venues ou des comportements de chacun.
le tout est de réussir à trouver un moyen d'obtenir cette information sans non plus dévoiler des choses sur le comportement des gens qui n'ont pas à être suivis. Ok. Et ma dernière question, donc, avant de donner la parole aux participants. Donc aujourd'hui, vous êtes spécialiste de Smart City chez le groupe Lacroix. Un des nouveaux enjeux aujourd'hui, donc toujours avec le coronavirus, c'est d'éliminer les contacts physiques avec le matériel, donc d'éviter de toucher des choses que d'autres personnes ont pu toucher auparavant. Est-ce qu'on peut imaginer une ville demain où, du coup, serait favorisé le contrôle par la voix? Donc, par exemple, au lieu d'appuyer sur le bouton pour traverser la route, de demander pour pouvoir traverser la route. Exactement. Alors, dans le mille, parce que c'est des choses sur lesquelles on travaille, chez la Croix City, donc c'est parfait, on ne s'est même pas synchronisé là-dessus. Oui, typiquement sur des dispositifs main libre qui vont permettre. Alors, il y a l'exemple des feux pour. J'ai pas encore le jargon complet, mais donc ces fameux feux piétons, et pouvoir, au lieu d'appuyer sur le bouton, d'avoir une détection de présence. Et éventuellement, alors ça, ce n'est pas encore le cas, mais c'est une idée à laquelle on réfléchit, une détection audio, notamment pour les malvoyants, pour leur permettre de déclencher le fameux bip bip ou d'avoir ou de demander le feu vert sans avoir à appuyer sur quelque chose en se gardant à distance. Mais effectivement, c'est des choses qui viennent et ça rentre dans cette démarche de voirie intelligente, d'avoir l'éclairage, les feux de signalisation qui s'adaptent au comportement et au trafic. Et effectivement, maintenant, idéalement, sans qu'on ait à toucher des boutons sales où tout le monde a été mettre ses doigts depuis le début de la journée. Ok, super. Ben, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Louise, je te laisse donner la parole aux participants qui ont des questions. Alors bonsoir à tous, donc on a quelques questions. Je vais commencer par G Taverne. Est-ce que vous êtes encore là? Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Oui, alors effectivement, j'ai écrit des questions, donc j'en ai deux. Je les avais écrites, mais donc moi j'ai un peu travaillé comme consultant sur l'IoT, plus généralement sur l'IT. Et ce que j'ai vu à chaque fois que j'ai vu des boîtes en particulier, des mastodontes type SNCF et autres, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un projet ou un intérêt pour l'IoT, ces boîtes se disaient ou bien on peut collecter déjà ces données via des applications, via les smartphones, via des terminaux déjà déployés, ou bien j'ai déjà ces données alors qui sont pas clean, qui sont pas très fines, qui sont pas structurées, mais je les ai déjà. Et donc très régulièrement on se disait mais en fait on n'a absolument aucun besoin de déployer un réseau et des capteurs. Et donc, je voulais voir si vous aviez une méthodologie, une approche ou une façon de casser ce problème pour justement avancer dans l'IoT, ou à la fin, ça se terminait par nettoyer votre back-office. Alors, je ne sais pas si c'est un problème d'ailleurs. À la rigueur, ce que je dirais comme méthodologie, c'est justement la première étape, c'est de quoi on a besoin. Ce que je disais tout à l'heure, quel est le problème à résoudre? Si effectivement le problème pour le résoudre, c'est juste de nettoyer un back-office, on ne va pas s'embêter à produire un objet et de le déployer sur le terrain. Et donc, si l'IoT n'est pas la réponse, je veux dire, c'est pas grave. Le principal, c'est que le problème soit résolu. Après, il y a des cas où ça va être la meilleure solution. Dans le cas de la SNCF, j'ai des exemples en tête, des choses qui ont été mises en place sur la surveillance du ballast ou sur la température du rail, la dilatation, ce genre de trucs-là. Où aujourd'hui, vous avez très souvent, c'est des rondes humaines, c'est des mecs qui se promènent le long des voies et qui regardent. Là, rien ne peut remplacer en efficacité un capteur qui va être là en permanence et qui va être là pour des années et qui est là tous les jours. Mais dans un tas de cas, effectivement, l'information, elle est déjà collectée ou collectable. Et j'ai envie de dire, est-ce que c'est vraiment un problème? Si on veut pousser de l'IoT, oui, mais du point de vue du client, le principal, c'est que le problème il soit traité. Donc, je pense que dans la méthode, c'est un peu ce à quoi on arrivait en fait. Et donc, du coup, la partie vraiment importante, c'est la construction du business case ou la valorisation du projet. Sauf que c'est extrêmement compliqué à faire. Et surtout, si ça implique le déploiement d'un réseau, c'est exceptionnel qu'on ait un cas d'usage qui justifie le déploiement d'un réseau en entier. Généralement, oui. Ou bien il faut essayer de mettre plein de cas d'usage sur un même réseau, ou bien on va pas y arriver. Alors, c'est bien parce que
j'ai l'impression de réentendre les arguments que je donnais quand je vendais du Sigfox, qui était effectivement de dire ne déployez pas votre réseau, vous n'allez jamais le rentabiliser juste avec vos 2 cas d'usage. Donc effectivement, la question de savoir est-ce que je vais déployer ma propre infrastructure ou m'appuyer sur une existante. Alors il y a des questions de sécurité ou de confiance dans des tiers. Je parlais tout à l'heure d'applications militaires, par exemple. Mais très souvent, la principale équation, elle est financière. Et effectivement, il est rare qu'un cas d'usage justifie le déploiement complet d'une infrastructure réseau. Et dans ce cas-là, soit on a une infrastructure existante ou mutualisée sur laquelle on va pouvoir s'appuyer, ou il va falloir trouver un autre angle d'attaque. Mais effectivement, je vous rejoins sur le fait que c'est compliqué. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça fait du boulot pour les experts qui sont à même de conseiller les entreprises dans ces démarches-là. Si tout était simple, on serait beaucoup à être sans emploi. Donc oui, c'est complexe, mais j'y reviens. Vraiment, il faut commencer par ce business case et s'assurer qu'on attaque le bon problème avant de se jeter dans des solutions techniques. Vous conseillez aux entreprises de prendre des consultants ou c'est quand même bien mieux de réfléchir par soi-même? Alors là, je ne sais pas, là c'est une vaste question. Faut-il prendre des consultants? Je ne sais pas si on a le temps de couvrir tout le sujet. Comment dire? Non, alors moi j'ai tendance à plutôt conseiller aux entreprises éviter le piège du on fait tout nous-mêmes, qui est quand même quelque chose de très répandu, où vous allez toujours avoir quelqu'un en interne qui dit mais non, ça laisse tomber, ça en 15 jours je te le fais, ça va marcher. Et 6 mois après, on y est encore avec un truc qui ne marche absolument pas et qui ne marchera jamais. Donc oui, faire appel à des compétences externes, c'est en général une bonne chose. Le tout est de trouver les bonnes compétences au bon prix et de savoir pourquoi on le fait. Est-ce qu'on le fait juste pour un projet d'innovation, pour entre guillemets cocher des cases, briller au COMEX en ayant le projet le plus sympa, ou est-ce qu'on le fait dans une démarche vraiment opérationnelle business? Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci beaucoup. De rien. Oui. Louise, je te laisse donner la parole à la prochaine personne. Alors oui, donc on a une autre question de Karim Chadir. Alors, est-ce que ça fonctionne? Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Bonsoir. Ma question, c'est vous avez déjà commencé à expliquer la réponse, c'est par rapport à la maturité de la maintenance prédictive. Vous avez dit que pour l'instant, c'est pas encore sur la place. Quel est le problème par rapport à ça? C'est-à-dire que normalement, il y a les techniques de prévision et des forecasts qui sont assez poussées. Les données, maintenant, on a assez de données en termes de EOT. Et donc, c'est quoi le problème et pourquoi on n'arrive pas à franchir le pas? Merci. Alors, ce que j'appelais tout à l'heure, c'est la maintenance assistée. La frontière, elle est fine entre maintenance assistée et prédictive. Ce que je mets derrière maintenance prédictive, c'est vraiment quelque chose qui, par magie, va être capable de prévenir d'un défaut qui n'est pas encore survenu. Et là, effectivement, on commence à y arriver, mais ça nécessite énormément. Là, on est sur des problèmes de maths, hein, sur du machine learning, sur des modèles d'intelligence artificielle qui nécessitent, ce que je disais, des jeux de données très importants et très qualifiés. Aujourd'hui, on est déjà assez mature dans beaucoup de cas sur ce que j'ai appelé de la maintenance assistée, qui est déjà de l'aide à la détection très précoce de comportements déviants, c'est-à-dire avant la panne, mais dans un comportement qui est déjà déviant et qui vont permettre d'optimiser complètement cette maintenance. C'est pour ça que moi, je fais une distinction entre ce que j'appelle maintenance assistée, on va aider au diagnostic et à l'intervention, on va le guider et l'anticiper autant que possible, et la maintenance prédictive qui est encore un petit peu du domaine de la magie. C'est-à-dire, c'est Minority Report. C'est avant même que quelque chose se passe, je sais que ça va se passer dans une semaine et je peux déjà aller resserrer les 3 boulons qui vont bien. Pardon. Justement, c'est-à-dire que normalement, la maintenance prédictive, il va prendre en compte l'état de la pièce ou du fonctionnement, il va remonter l'information et par rapport à de passer sur d'autres cas similaires, il va dire, OK, on est presque proche d'une rupture. Donc, il faut mieux aller la réparer maintenant pour attendre que la chaîne se casse et donc toute la chaîne de production peut s'arrêter. Probablement, j'arrive pas à comprendre la distinction que vous faites entre la prédictive et l'assistance, pardon.
certes, C'est sans doute parce que je ne suis pas clair dans mes explications, ça ne m'étonne pas. probablement c'est moi qui ai mal compris. Non. Si ce n'est pas expliqué clairement, c'est que même moi, je ne suis pas au clair. Mais oui, en tout cas, je vous rejoins sur la définition et on y arrive. Et c'est ce que je disais, de plus en plus avec des choses qui permettent de plus en plus de traitements poussés, intelligents côté device. On arrive de plus en plus à ça. Parce qu'une des difficultés aussi était de qualifier des données qui remontent d'équipements qui sont dans des conditions d'exploitation hétérogènes. Très souvent, les informations qu'on va mesurer, alors au-delà des questions d'alimentation, ça va être de la température, on va surveiller de la dilatation, on va surveiller de la vibration, du bruit. Mais le bruit, chaque équipement va être installé dans un contexte différent. Il y a aussi un bruit ambiant, il y a d'autres choses qui font vibrer, etc. Donc le plus, et là c'est ce qui se développe bien depuis 2 ans ou un peu moins, on a des belles choses qui arrivent, de produits ou de solutions technologiques qui permettent de faire ce traitement à l'edge et donc de faire du traitement vraiment adapté au contexte et de l'apprentissage localisé, qualifié sur cet équipement. Je prenais tout à l'heure l'exemple d'une pompe. 2 pompes du même modèle installées dans 2 contextes différents, ça ne va pas être la même manière de détecter l'approche d'une panne. C'est pour ça qu'on y arrive. Les briques technologiques commencent à être bien alignées. On commence à avoir des belles choses prouvées, mais en déploiement de masse et en quelque chose de complètement fiable, et ben c'est encore pour le futur proche. Alors, on va finir, l'événement va se terminer, on est hors timing, entre guillemets. S'il y a des prochaines questions, je vous propose de contacter Nicolas directement sur son mail, du coup, sur la slide, si ça vous convient, Nicolas. Bah, très bien, c'est pour ça que j'ai mis. Sinon, je l'aurais fait. Bon, parfait. Je vous remercie beaucoup pour cet événement où vous avez à la fois vulgarisé l'IoT, mais vous êtes aussi rentré dans l'architecture fonctionnelle de l'IoT. Merci à tous les participants d'être venus aujourd'hui. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur le LinkedIn HR Team Group. On fera cet événement via des podcasts et d'autres formats sur notre page. Et comme ça, vous pouvez aussi être tenu informé des prochains événements à venir. Merci à tous et très bonne soirée. Merci à tous et merci à vous pour l'invitation. Au revoir. Merci. Au revoir.